Bonsoir à tous, bienvenue dans Vivre en Grand Est, une émission réalisée avec la région et le réseau des télévisions locales du Grand Est, Alsace 20, Canal 32, Moselle TV et Vosges TV. Au sommaire de ce nouveau numéro, le Grand Est et son rôle, et qui de mieux pour en parler que le président du Conseil régional. Bonsoir Jean Rotner. Bonsoir. Merci pour votre présence sur le plateau. Regardons ensemble le sommaire de l'émission. Au sommaire de votre magazine, le Grand Est et son rôle. Le président du Conseil régional, Jean Rotner, est sur notre plateau pour faire le point. À suivre aussi des reportages sur le rôle des vice-présidents, mais également sur les grands projets comme ceux liés à la biodiversité ou encore au transport. Jean Rotner, le Conseil régional, ce sont 169 élus, 61 pour l'Alsace, 39 pour la Champagne-Ardenne et 69 pour la Lorraine, et ce depuis 2015. Objectivement, et avant de rentrer dans les détails, la région Grand Est fonctionne-t-elle bien aujourd'hui ? Bien écoutez, je crois que les habitants du Grand Est ont décidé qu'elle fonctionnait plutôt bien en me demandant de repartir pour un nouveau mandat, donc c'est plutôt un bon signe. Et je veux dire que c'est un mandat passionnant, c'est un mandat divers. C'est vrai que la région est importante en surface. Moi, je suis sur le terrain. J'ai toujours beaucoup de plaisir à rencontrer, à découvrir, à parfois stimuler, encourager les acteurs de ce territoire qui, à l'est de la France, bien, je crois, ont souvent besoin d'avoir un autre regard. Et la région, avec sa surface, ses compétences, on le verra, on va en discuter, eh bien aujourd'hui est une collectivité, je pense, d'envergure, qui a trouvé ses marques, qui s'est construite, qui fait référence sur un certain nombre de dossiers. Et donc, oui, elle fonctionne plutôt bien, mais il y a encore des marges de progrès. C'est sur ces marges de progrès qu'on travaille en équipe au sein de la majorité régionale. Avec une image qui change, clairement ? Une image qui change. On a été quand même confronté maintenant depuis 2 ans à la crise, une crise sanitaire, vous le savez, une crise économique aujourd'hui, des incertitudes sur une guerre, des prix de matières premières, du manque aujourd'hui, manque de ressources humaines également dans bon nombre d'entreprises. Ça fait qu'il faut encore se remobiliser. Mais les investisseurs sont au rendez-vous, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient extérieurs à la région, en se disant là, il y a quelque chose qui se passe en termes de développement durable, en termes de numérique, en termes de santé, en termes aujourd'hui de transformation industrielle. Oui, nous sommes aujourd'hui une région qui veut se transformer, veut présenter une autre image. Et nous avons une situation géographique au cœur de l'Europe qui est assez exceptionnelle pour cela. Une région qui séduit de plus en plus. Du côté des collectivités territoriales, il y a les communes, les agglomérations, les départements et donc les régions. Rappelez-nous les compétences principales du Conseil régional et au-delà. Est-ce que le Grand Est a le pouvoir, clairement, les moyens de changer les choses sur son territoire ? On a combien de temps ? Parce que là, ça va être long. Déjà, on n'est pas une région fédérale. À l'allemande, à la belge, dans lequel on a la possibilité éventuellement d'être autonome, d'édicter des textes de loi. Nous avons notre Parlement, notre Assemblée n'est pas en capacité d'avoir cette force finalement législative. Cela n'empêche, sur les mobilités, sur le développement durable, sur l'économie, sur le cadre de vie, sur l'aménagement du territoire, sur l'agriculture, sur la ruralité, tous ces plans-là, ce sont des plans d'action publique de la région sur lesquels nous travaillons au quotidien. Nous transformons finalement l'économie, le bien-vivre, le cadre de vie, l'attractivité de la région. Le tout avec un budget de 3,5 milliards d'euros en 2022. Vous qualifiez d'ailleurs ce budget de durable. Vous qualifiez aussi d'ailleurs cette année 2022 d'année charnière. Pourquoi ? Avoir un budget durable, c'est simplement à l'intérieur de notre équipe, à l'intérieur de nos services, à l'intérieur de notre collectivité, de nous dire que chacune de nos actions, chacune de nos décisions, chaque fois que nous prenons finalement le choix ou nous décidons d'une action, il faut qu'elle soit réfléchie pour qu'elle soit efficace pour la planète. Et être efficace pour la planète, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être rentable économiquement, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être rentable socialement ou humainement. Bien au contraire, souvent ce qui est rentable économiquement peut être rentable pour la planète. Et nous le faisons au quotidien. Et je demande à mes services, je demande à mes amis élus de rentrer simplement dans une réflexion différente. Et ce budget, il doit être conçu effectivement pour être rentable pour la planète. Et sur cette année 2022, qui est une année charnière selon vous ?
Oui, parce que c'est un changement de paradigme, une manière différente de travailler en pleine crise. Et vous savez, les crises, parfois, c'est un accélérateur de changement. Et là, dans la région, nous sommes vraiment dans ce changement, dans cette transformation. Nous avons un plan de relance que nous avons signé avec l'État en décembre, avec la préfète, qui, autour justement du numérique, du développement durable, de l'industrie 5.0, celle qui allie à la fois la modernisation des chaînes de production et en même temps la responsabilité sociale et environnementale, et autour de la santé. Voilà les 4 axes extrêmement forts de la région sur lesquels il y a des effets leviers, des financements supplémentaires. Nous avons présenté aujourd'hui à Metz, avec la préfète de région, un plan d'investissement d'avenir de 82 millions d'euros. C'est le double du précédent plan. Ça montre qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'un plan, ce ne sont pas que des mots, c'est aujourd'hui de la réalisation, de l'action, la possibilité pour nos start-up, pour nos industriels, pour nos universitaires, et bien de rentrer dans une démarche d'innovation tout à fait majeure, avec là un effet de levier budgétaire conséquent. Vous êtes réélu depuis 2021 avec 40% des voix pour votre liste. Pourquoi vous vous êtes dit « je repars pour un tour » ? Pourquoi vous avez sollicité tout simplement un nouveau mandat, vous ? Parce que c'est un travail long, parce que c'est un travail d'équipe, parce que mon équipe me l'a redemandé, parce que j'ai pris un mandat en cours de chemin aussi, dans les suites de Philippe Richert, et que le mandat qui s'est ouvert en juillet dernier est un mandat long aussi. C'est un mandat qui dure pratiquement 7 ans. C'est un bon temps pour travailler. C'est un bon temps de se dire qu'on peut se projeter non pas dans la pression d'une élection qui va arriver 5 ans plus tard, mais bien au contraire dans la transformation et dans le concret. Et puis j'aime ce que je fais. Et puis j'aime les gens. J'aime ces territoires que j'apprends, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, encore tous les jours à découvrir. Je suis curieux et j'aime surtout cette action locale. Je suis toujours resté un élu local parce que la transformation se voit, parce qu'on est simplement humain. On est à portée, c'est une expression un peu à la mode, à portée de baffe de tout le monde, mais tant mieux, c'est bien parce qu'on reste simple et on reste soi-même. Alors, le Conseil régional en Grand Est, ce sont 15 vice-présidents à vos côtés. Charge à eux d'appliquer chacun dans leur domaine la politique de la majorité régionale pour mieux saisir le travail au quotidien d'un élu. Je vous propose de suivre les pas de Brigitte Torlotin, la vice-présidente en charge notamment des relations internationales et transfrontalières. Moselle TV l'a suivie pour des rencontres à l'hôtel de région de Metz. Au cœur des discussions des enjeux transfrontaliers, notamment dans le domaine de la santé. Brigitte Torlotin, qui est aussi maire de Louvigny. Le reportage Anne-Sophie Gross. Les questions transfrontalières, c'est le quotidien de Brigitte Torlotin. Élue vice-présidente du Grand Est, elle est à la tête des délégations transfrontaliers Europe et Relations internationales, car la grande région possède 750 km de frontières entre le Luxembourg, la Belgique, les 3 landes allemands et la Suisse. Un vaste territoire sur lequel il faut faire avancer les dispositifs de coopération transfrontalière. Lorsque l'on parle de santé, par exemple, c'est le fait de pouvoir être soigné au plus proche de son lieu de résidence, même si pour cela, il faut traverser une frontière. Cette période Covid a révélé, je dirais, le phénomène que ces frontières n'existent plus et que chacun a des qualités beaucoup ou des performances supérieures à son voisin, et c'est notre contexte de ce transfrontalier qui va nous permettre d'optimiser et d'utiliser les qualités et les performances de chaque pays transfrontalier. Être en charge des questions transfrontalières, c'est aussi pouvoir s'emparer de toutes les thématiques et ainsi faire le lien entre les normes étatiques et la réalité du terrain. Ça veut dire faire avancer les dispositifs de telle façon à ce que l'on puisse apporter quotidiennement à nos citoyens, aux collectivités locales, des projets qui vont aboutir. Donc il y a des projets transfrontaliers ou européens dans le cadre de Interreg que l'on co-construit avec toutes les collectivités. Ces solutions concernent aussi les entreprises. Les dispositifs de la grande région doivent donc accompagner les entreprises à la fois sur le territoire du Grand Est, mais aussi en transfrontalier. On sait, après cette crise, combien la relocalisation est importante, mais relocalisation au niveau du Grand Est et au niveau de nos amis transfrontaliers. Je vais échanger avec des chefs d'entreprise
les écouter au travers des dispositifs qu'ils ont déjà pu avoir, et puis peut-être être facilitateur de négociations transfrontalières, de lever les freins qu'il peut y avoir dans certains domaines. Renforcer les coopérations transfrontalières de manière transversale, c'est l'ambition du Grand Est, avec un objectif, dessiner le futur de notre région. Jean Rotner, comment travaillez-vous justement avec les vice-présidents? Vous établissez une fiche de route tous ensemble? Alors oui, ils ont d'abord dû établir leur propre bilan, leurs propres envies. Il y a une feuille de route, comme vous dites, qui leur a été fixée. D'ailleurs, on doit en faire le bilan 1 an après. Et ils sont relativement libres. C'est-à-dire que je ne suis pas un président sur le dos de mes vice-présidents. Déjà, ils ont de l'expérience, très souvent. Brigitte, comme vous l'avez dit, est maire. Elle a de l'expérience. Je leur fais pleinement confiance. On se voit fréquemment. Aujourd'hui, la visio nous permet effectivement de nous voir de manière très fréquente. Il y a aussi les présidents de commission qui jouent un rôle important à côté des vice-présidents. Et c'est ce binôme-là, parfois des petites équipes autour de l'économie. Par exemple, on a un vice-président, un président de commission et des conseillers régionaux délégués. Ils sont libres d'être à l'initiative. Ce n'est pas simplement un projet de mandat. Dans un mandat, il faut s'adapter à la réalité, à un monde qui change. Et donc, je leur demande aussi d'être à l'initiative. Vous savez, on n'est pas simplement dans la continuité du mandat précédent. Aujourd'hui, il faut s'adapter, il faut effectivement surprendre, il faut entendre, il faut être sur le terrain. Et Brigitte en est vraiment l'expression pleine et entière. Elle a tout à fait compris l'enjeu de sa charge, qui n'est pas évidente, parce qu'en plus, elle travaille avec d'autres pays. Elle a une action transfrontalière extrêmement forte. Elle doit souvent se déplacer. Mais ce sont des gens qui sont passionnés. Il y a des maires de grandes agglomérations aussi, qui ont dû adapter leur emploi du temps. Il y a des gens sans expérience d'un mandat exécutif de ce niveau-là. C'est important aussi pour moi de lancer les jeunes, souvent sur des sujets qui leur étaient étrangers. Mais ils travaillent. Je les écoute. Je suis extrêmement disponible là aussi par SMS, par téléphone, et je regarde beaucoup ce qu'ils font. Pas simplement pour les diriger, pour le plaisir de les diriger, mais parce que mon rôle, c'est aussi d'impulser et de leur faire confiance. Le rôle de la confiance, c'est important quand on est chef d'équipe. Jean Rotner, vous nous avez présenté tout à l'heure les principales compétences régionales. On va rentrer un peu plus dans le détail avec un exemple. La compétence liée au déplacement et au transport ferroviaire. David Valence, le vice-président en charge du dossier, était récemment l'invité de Vivre en Grand Est. Regardez cet extrait. Aujourd'hui, tous les experts du transport reconnaissent que depuis que les régions sont ce qu'on appelle dans le jargon du métier des autorités organisatrices de la mobilité, depuis que les régions ont pris la main, donc le train, ça marche un peu mieux, ça ne marche pas toujours aussi bien qu'on voudrait que ça fonctionne, notamment sur des lignes comme la ligne 4 dans le sud de la Champagne ou comme la ligne Vallée de la Marne, mais ça marche en tout cas mieux que ça ne marchait quand l'État s'en occupait. Vous savez, avec la crise de la Covid-19 et notamment les confinements successifs, on a vécu, et tout le monde s'y attendait, une baisse de fréquentation des trains. Et aujourd'hui, sur beaucoup de lignes, on n'est pas encore revenu à 100% du nombre de personnes qui prenaient le train avant le 1er janvier 2020, avant que la crise s'accélère, avant le mois de mars 2020 également. Et donc, il y a deux attitudes. Quand vous n'avez plus autant de monde qu'avant dans les trains, soit vous dites, il y a moins de monde, donc on met moins de trains, soit vous vous dites, je vais consacrer plus d'argent pendant quelques années que ce que je mettais auparavant, mais si je mets plus de trains, j'irai chercher des voyageurs en plus. J'irai reconquérir de la clientèle. Et c'est le pari qu'on a fait. C'est assez gonflé, mais c'est la preuve que pour nous, le train, c'est la colonne vertébrale des mobilités collectives. Le pari de la reconquête dans divers domaines et donc dans la mobilité, notamment qu'elle se fasse en train, en voiture ou à vélo. Il s'agit clairement d'un sujet prioritaire aujourd'hui pour la région. C'est un sujet prioritaire pour tous les citoyens de ce pays. Aujourd'hui, avec le coût de l'énergie, l'augmentation du litre d'essence, oui, c'est un sujet majeur. Et le transport collectif, c'est une forme de réponse. Le transport à vélo, c'est une forme de réponse. Le covoiturage, c'est une forme de réponse. Nous avons fait un choix politique, effectivement, et David Valence le précise très bien dans les images que vous venez de diffuser. C'est aujourd'hui, pour nous, 500 millions d'euros tous les ans dans une convention que nous avons avec la SNCF.
J'y reviendrai dans quelques instants. C'est à l'échelle du mandat 850 millions d'investissements simplement sur la maintenance ou la montée en qualité des lignes ferroviaires. C'est des investissements majeurs aujourd'hui en termes de matériel roulant. Nous avons, lors du mandat précédent, fait une commande de 375 millions de trains transfrontaliers. Nous avons acheté 10 trains à la Normandie, de manière à les mettre en circulation sur l'axe vers Luxembourg depuis Metz. C'est cette fameuse ligne 4, serpent de mer maintenant depuis une trentaine d'années, qui va se réaliser petit à petit, et nous étions encore avec le maire de Troyes et le président du conseil départemental de l'Aube devant le ministre il y a quelques semaines pour que les délais de travaux soient contractés. Tout ça, ça demande une attention régulière. Alors j'ai poussé un coup de gueule il y a quelques jours, il n'y a pas d'autre terme, parce que le service n'est pas au rendez-vous, la qualité n'est pas là, trop de retard, trop de trains supprimés, trop de travaux annoncés, un certain nombre de défauts dans le contrat que nous avons avec la SNCF qui m'a fait dire « stop, j'arrête ». J'arrête, je mets naturellement l'argent de côté, le système continue de fonctionner, il ne faut pas qu'il y ait d'inquiétude, il ne va pas y avoir... Quand vous dites j'arrête de payer, c'est ça ? J'arrête de payer aujourd'hui, comme quand tout un chacun est abonné à un système et qui n'est pas satisfait, il dit non, je ne vous paye plus tant que le service n'est pas de qualité. Et pourquoi je dis ça ? Parce que nous avons fait le pari du ferroviaire. Nous avions 1700 trains l'an dernier, nous en avons 100 de plus depuis le 1er janvier. La SNCF... me dit, oui, je peux arriver à ce système-là. Et nous avons provoqué un choc d'offres et nous voulons encore augmenter la capacité de transport en TER. La SNCF me dit, oui, nous y arrivons. Et en même temps, nous demandons un effort à nos usagers aussi parce que nous avons augmenté le prix du billet de 4%, compte tenu de ces investissements, compte tenu de notre ambition sur le train. Eh bien, on répartit la charge un petit peu sur tout le monde. Et on arrive là au mois de mars et on se rend compte que le rendez-vous... le rendez-vous ferroviaire que nous souhaitions, eh bien, n'est pas présent. Alors, on nous évoque une fois des feuilles sur les voies, d'autre part du choc avec effectivement du gibier. Tout ça, c'est normal, c'est la vie quotidienne. Mais il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas suffisamment de dialogue, il n'y a pas suffisamment de cohérence entre les différents services de la SNCF. Et moi, je souhaite un service de qualité. C'est ce que nous devons à nos usagers. Comme le disait David Valence, si on veut aujourd'hui répondre à la demande et pousser les gens de la voiture vers le transport collectif, il faut que notre transport collectif soit performant. Est-ce que ça marche de taper le point sur la table ? Ah oui, je peux vous assurer que ça marche. J'ai la semaine prochaine le directeur de SNCF Voyageurs qui vient, les services, et j'ai écrit 3 pages de récrimination à Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, en disant voilà ce qui ne fonctionne pas, vous m'aviez promis cela, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais j'attends les résultats. Et je remettrai naturellement ce que je dois à la SNCF en paiement au moment où il n'y a pas d'inquiétude, tout est provisionné. Un mot rapide sur les autres mobilités, les mobilités douces ou même les aides, par exemple aux particuliers, aux professionnels pour l'acquisition de véhicules plus propres. Là aussi, il y a la transformation, la conversion vers une mobilité à la fois plus douce et plus propre. Plus douce, on peut aider aujourd'hui les particuliers à s'acheter par exemple des vélos électriques. Plus propre, ça peut être le transfert vers aujourd'hui, par exemple le bioéthanol, avec un kit de bioéthanol qui est un vrai succès pour la planète, 90% de CO2 en moins, 70% de particules fines en moins, mais également un vrai coup de pouce pour nos agriculteurs, pour nos raffineries locales, et surtout un coup de pouce aujourd'hui sur la voiture électrique, avec pour 3700 communes, je crois, sur les 5200 que compte le Grand Est, surtout les communes rurales, pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un véhicule électrique, jusqu'à 4000 € d'aide. C'est pas anodin, parce que ça s'additionne à l'aide d'État, à la reprise du véhicule, et tout ça, ça permet de faire parfois diminuer le prix d'un véhicule électrique de près de 10 000 €. Des aides de 2 000 à 4 000 €, effectivement, en place depuis le 18 mars. Autre thème d'actualité, autre thème d'ampleur, celui de la biodiversité, qui se relie finalement avec le thème précédent. Là aussi, la région peut et doit agir vite. Alors elle agit parce qu'on ne peut plus attendre.
Le rapport du GIEC montre bien que d'ici 3 ans, si les dispositions ne sont pas prises, eh bien effectivement, on ira et on est déjà pratiquement à la catastrophe. Donc on est responsable. Il n'y a pas simplement les économies d'énergie, les énergies renouvelables. Il y a aussi ce qu'on appelle effectivement des choix politiques aujourd'hui sur ce domaine qui est important. C'est naturellement la disparition d'espèces, c'est la consommation foncière, c'est le rapport à l'agriculture, c'est le travail avec les chasseurs. Cette biodiversité, elle nous concerne tous, on en fait partie. C'est le rapport à l'eau, c'est le rapport à l'air. Et là, nous avons des responsabilités majeures dans ce domaine-là. Et je crois que, quel que soit d'ailleurs la géographie de la région, que l'on soit dans le sud, le long des Grands Lacs, que l'on soit sur le massif vosgien, que l'on soit dans les Ardennes, que l'on soit dans les réserves de l'UNESCO non loin de Sarrebourg. Partout, aujourd'hui, il y a une prise de conscience, en tout cas des élus, des citoyens, une qualité de vie, une qualité du terroir qui tend à être mieux respectée. Nous devons l'encourager et nous sommes, depuis quelque temps maintenant, la seule région en Europe à avoir gagné un programme européen qui s'appelle le programme LIFE et qui nous permet pendant 10 ans d'avoir des moyens supplémentaires justement pour amplifier cette préservation de la biodiversité. Les 2 autres vainqueurs sont des États, donc on n'est pas peu fiers. Bon, justement, on l'a bien compris, l'heure est déjà à l'action pour la biodiversité dans le Grand Est. Changement climatique, espèces menacées, face au bilan inquiétant, le programme LIFE, vous l'avez dit, a été mis en place pour inverser la tendance. L'objectif est de faire évoluer les comportements et d'éduquer dès le plus jeune âge les détails. 61% des espèces sont en déclin dans le Grand Est. Dans le monde, ce sont plus d'1 million d'espèces qui sont menacées, un bilan alarmant pour la biodiversité. Aujourd'hui, la température de la planète augmente, mais en même temps, on assiste tous les jours à une disparition de pans entiers de la biodiversité. Songez par exemple qu'un tiers des oiseaux ont disparu depuis une petite vingtaine d'années et que 80% des insectes ont disparu depuis 25 à 30 ans. La région Grand Est possède un large réservoir de biodiversité. Pour cet élu, la préservation de cette richesse est aujourd'hui une priorité, au même titre que la lutte contre le changement climatique. L'homme est responsable de ces changements, à la fois du réchangement climatique, mais également de l'évolution des milieux. Quand on urbanise et quand on vient construire une ville, on le fait souvent au détriment de la nature. Même chose quand on fait de la déforestation massive, comme c'est le cas dans l'hémisphère sud notamment, on vient détruire la biodiversité et encore une fois, l'homme fait partie de la biodiversité, donc quelque part on s'affaiblit. Notre stratégie, c'est de faire en sorte de stopper l'érosion de la biodiversité qui est, avec le bouleversement climatique, un des principaux périls qui nous guettent. Pour ce faire, la région Grand Est bénéficie d'un soutien de la Commission européenne à travers le programme LIFE. Le but, sensibiliser les acteurs pour faire évoluer les comportements. La seule région d'Europe à bénéficier de ce programme, c'est notre région. D'abord parce que c'est une grande région, 5,5 millions d'habitants, une surface près de 2 fois la Belgique, qui quelque part nous confère un statut d'État, géographiquement parlant. Et puis la biodiversité est très riche dans notre région. Les nappes d'eau sont présentes, les forêts sont extrêmement importantes et la nature est omniprésente. À nous de veiller à ce que cette nature soit respectée, parce que si elle ne l'est pas, nous en paierons très cher le prix dans quelques années et surtout, les générations futures en subiront les conséquences. L'opération se déroulera sur 10 ans, coût du programme 40 millions d'euros. C'est de l'ingénierie, des agents qui vont aller sur les territoires pour sensibiliser les acteurs, les former à mieux respecter la biodiversité. Quand on transforme un terrain agricole ou un terrain naturel en territoire urbanisé, on fait régresser la biodiversité. Quand on pollue, on affecte évidemment la biodiversité. Quand on coupe des arbres ou arrachons des haies, par exemple, on vient porter atteinte à la biodiversité. On n'en a pas toujours conscience parce qu'on pense toujours que la biodiversité, le risque de la biodiversité, c'est la disparition de l'ours polaire. C'est un aspect de la biodiversité, mais la biodiversité, elle est à nos portes. Et on doit tous en avoir conscience dès le plus jeune âge. Apprendre à développer sa commune sans consommer de l'espace naturel, respecter les nappes phréatiques ou encore la qualité de l'eau, l'enjeu de ce programme, c'est de changer ses pratiques. Une dernière question dans cette émission Vivre en Grand Est, Jean Rotner. Comment imaginez-vous la région Grand Est ou plus globalement le territoire dans 10 ans ? Dans 10 ans, c'est la réussite de ce que vient de dire Franck, c'est-à-dire la réussite effectivement de cette biodiversité, de cette qualité de vie, de cette transformation, et de ne pas le faire seul. Ce n'est pas aux hommes politiques de le faire, aux hommes ou aux femmes politiques de le faire. Je crois que c'est une prise de conscience collective. Quand
Je suis assez fond avec Éric Crézel, le président des maires ruraux dans sa commune, et qu'avec des ONG comme la Ligue de protection des oiseaux, on arrive à créer ensemble des coulées vertes et bleues exceptionnelles, et qu'on le fait avec les habitants, avec les agriculteurs, c'est un cadre de vie qui se transforme. Et moi, ce que je souhaite, c'est que la valeur du Grand Est, qui est une valeur industrielle, qui est une grande région agricole, elle se conçoive aussi dorénavant avec cette valeur ajoutée de sa qualité de vie, et que l'on ne soit plus perçu finalement comme une région industrieuse, mais comme une région de bien-être. Avec cette image qui continue à changer dans le bon sens. Merci beaucoup, Jean Rotner, président de la région Grand Est, pour votre présence sur le plateau de l'émission Vivre en Grand Est. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.